Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. C'est le samedi et comme tous les samedis, j'enregistre cette vidéo hebdomadaire où nous parlons des grandes tendances boursières et analysons la situation économique globale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je explique que cette vidéo fait partie de nos premiers piliers d'investissement dans la philosophie du projet Mind du Cash. C'est ce que d'abord nous analysons la situation macroéconomique, ce qu'on appelle big picture parfois. Deuxièmement, nous analysons les fondamentaux des entreprises et que troisièmement, nous regardons l'image technique afin d'adapter nos points d'entrée et de sortie dans les différents actifs. Donc cette vidéo concerne le premier point, donc là on parle de la situation macroéconomique et on regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers et sur les actifs principaux la semaine passée. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et cliquer la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de me mettre des likes parce que ça permet de soutenir la chaîne et pour que cette vidéo soit plus visible sur YouTube. Donc c'est pas pour moi sur YouTube, désolé de vous embêter à chaque fois avec ces likes, mais c'est super important pour que la chaîne se développe. Voilà, on commence. Donc cette semaine, j'ai décidé de diversifier mes sources des statistiques sur le coronavirus. Donc évidemment, je suis obligé de parler de coronavirus parce que c'est la nouvelle principale des marchés, c'est ce que le marché regarde le plus. Donc aujourd'hui, le consensus dominant sur les marchés, c'est qu'on est proche de la sortie du confinement et surtout tous les marchés évidemment ont les yeux rivés sur l'économie principale mondiale, c'est les États-Unis. Et le scénario qui est largement pricé dans les indices majeurs, c'est que les États-Unis sortent bientôt de leur ce qu'il appelle lockdown. Pourtant, Donald Trump s'est mis comme objectif 14 jours consécutifs de baisse des nouveaux personnes infectées, de baisse des cas en gros. En fait, je commençais à avoir des doutes sur les sources que j'utilisais avant, parce que moi je regardais les cas sur TradingView, maintenant je regardais ailleurs, et moi je vois toujours aucune amélioration à ce niveau-là, surtout les États-Unis, bon, parce qu'on regarde, c'est ça qui dirige principalement le marché. Donc on voit que à partir du 21 avril, donc le 21 avril c'était cette semaine, donc ça c'était le mardi, je ne me trompe pas, voilà, c'est que le nombre de cas a à nouveau recommencé à augmenter. Corrigez-moi si je me trompe, parce que je ne regarde pas les médias généralistes, je regarde que les statistiques secs. Ça me permet d'avoir un avis un petit peu, on va dire, objectif sur la situation. Donc si je me trompe quelque part, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, je ne vois aucune amélioration, même inversement, je vois l'aggravation de la situation aux États-Unis qui ne permettra pas de sortir du lockdown le temps prévu, à moins que Donald Trump peut risquer effectivement de sa carrière présidentielle, sa carrière politique, et en mettre en danger un nombre important de ses co-citoyens. Donc pour moi, en tout cas, aux États-Unis, ils ne sont pas prêts de sortir du confinement. Donc là, on voit le cases over time, donc ça, c'est des cas sur la durée. Donc on voit que la ligne continue à augmenter, donc il n'y a vraiment aucune amélioration. Et visiblement, ma source que j'utilisais avant, elle était plutôt juste. Donc là, je regarde quand même en France, parce que nous sommes... attendez, je suis là. Est-ce que là, ça marche? Ah zut, ça marche pas. Pourquoi? Dommage. Alors la France, parce que nous sommes en France. Mais faites attention quand même, c'est que ce qui se passe en France, ça peut paraître paradoxal à ceux qui sont novices sur les marchés, c'est pas ça qui dirige les marchés financiers. Tous les marchés financiers regardent les États-Unis. Donc ça, ne soyez pas étonnés que moi je regarde les États-Unis tout en étant en France. Parce que vu que c'est la chaîne financière, on regarde les bourses, et les bourses sont plus sensibles aux États-Unis qu'au reste du monde. Voilà, pour la France, la situation elle est légèrement meilleure. Donc, on est rentré en confinement plus tôt que les États-Unis, c'est un peu normal. Donc, le pic, c'était le 31 mars, bon, on est début avril. Maintenant, on est plus sur une tendance baissière avec quelques spikes, on va dire, entre-temps. Là, typiquement, le 14 avril. Et maintenant, le nombre de cas, le nombre de nouveaux cas a largement diminué. Donc, ici, on peut parler d'une amélioration, on va dire, qui est fragile, qui reste fragile, sachant qu'on est en confinement, donc du coup, il n'y a pas toujours du vaccin. Donc, mais en tout cas, pour la France, on peut espérer que la sortie du confinement à 11 mai, comme c'était prévu par le président de la République. Voilà, ça c'est un point que je voulais faire sur les cas de coronavirus.
Et un des événements très importants de cette semaine que je voulais vous mettre en avant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est que la société Gilead, d'ailleurs, qui est pas mal discutée et qui a été analysée dans une de mes vidéos précédentes, c'est une biotech qui travaille sur le vaccin contre le coronavirus et ils n'ont pas réussi les tests cliniques de leur vaccin. Donc du coup, c'était une mauvaise nouvelle de jeudi et donc du coup, ça fait renverser les marchés américains qui étaient orientés à la hausse et sont repartis à la baisse quand cette nouvelle a été publiée. Donc, société Gilead, vous pouvez revenir sur mes vidéos précédentes. Je pense que c'est avant-dernière vidéo de FAQ, c'est les réponses aux questions, où nous avons analysé cette excellente société d'ailleurs pour investir, surtout partant de crise du virus. Donc maintenant, pour l'instant, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez un peu plus d'informations à ce sujet, mais en regardant les statistiques pures, la sortie de confinement, pour moi, il faut encore la réussir. Parce que, comme j'ai déjà parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a un énorme risque qui est en train de s'émerger, en nouveau, c'est que si on sort du confinement trop tôt c'est relatif parce que ça fait un moment qu'on est dedans, mais si on sort maintenant et la situation, il n'y a pas de virus, il n'y a rien du tout, on risque d'avoir une nouvelle vague des, des infections et on devra revenir dans le confinement. Ça sera vraiment catastrophique pour l'économie mondiale et je ne sais même pas où ça peut mener. Déjà, on est dans le monde catastrophique, même si les marchés ils ont baissé, mais pas tant que ça, par rapport au risque, par rapport à par rapport au changement dramatique de la situation fondamentale. Mais dans tous les cas, si on revient dans le confinement après la sortie, ça serait vraiment être catastrophique. Donc là, je ne sais même pas évaluer les potentiels dégâts de ce scénario. Déjà, le scénario dans lequel nous sommes aujourd'hui, les dégâts sont incalculables. Mais si on sera amené à revivre la même chose, et quand je regarde les chiffres, ça me fait penser que ce n'est pas impossible, ce n'est pas un risque à oublier. Mais dans ce cas-là, effectivement, ça va être quelque chose de bien plus grave que nous vivons aujourd'hui. Voilà, maintenant je reviens vers mon tableau de bord, donc là où il y a des indices principaux à suivre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, les marchés américains, je regarde les performances weekly, donc ils ont baissé, mais ils n'ont pas baissé fort, donc on est resté toujours dans le même range. Je répète, pour ceux qui ne suivent pas mes vidéos régulièrement, c'est que il y a des niveaux techniques entre lesquels se baladent les indices américains. C'est entre 2600 et 2850. Donc ça, c'est un canal dans lequel nous sommes compte tenu des risques actuels. Donc 2850, clairement, ça c'est un plafond avec les fondamentaux actuels. Et donc on n'a pas réussi de le franchir. On a la franchi légèrement la semaine dernière. On va voir ça sur les graphiques techniques. Mais on n'a pas réussi de tenir ce niveau et on est reparti à la baisse au début de la semaine, qui était accompagnée de la baisse de pétrole. On va en parler un peu plus en détail. Voilà, donc du coup, la baisse, bon, compte tenu de la volatilité actuelle, c'est pas énorme, donc quasiment, on peut dire quasiment flat sur les marchés. Encore la composante technologique, elle résiste mieux parce que, bon, évidemment, S&P 500, il contient plus des sociétés cycliques, donc plus des sociétés qui sont exposées à l'arrêt de l'économie. Et les technologies, au contraire, beaucoup de sociétés en tirent profit. C'est typiquement les sociétés comme Citrix qui font de travail à distance, après Amazon, après Netflix, toutes ces sociétés qui profitent de la crise sanitaire actuelle et où les personnes sont contraintes de rester chez eux. Voilà. Après c'est vrai que cette semaine, hors pétrole, donc on en parlera à part, donc cette semaine, elle était assez calme, donc on voit toujours que les marchés des taux qui baissent. Je vous répète encore une fois, c'est que le marché des taux, c'est le premier marché à suivre, parce que le fait que les taux soient bas, soient négatifs pour certains pays, ça c'est le gage de sécurité de point de vue des injections monétaires. Donc c'est-à-dire que les banques centrales peuvent continuer leur politique de soutien monétaire sans avoir des dégâts sur l'économie réelle. Si les taux repartent à la hausse, dans ce cas-là, les banques centrales n'auront plus d'instruments pour les arrêter et on peut vivre vraiment le cas économique le pire qu'on peut imaginer, c'est la stagflation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de croissance, il y aura une décroissance, voire une dépression dans les mois à venir. Et cette dépression sera accompagnée par l'inflation, c'est-à-dire que l'argent qu'ils ont injecté dans le système, il ira dans l'économie réelle et ça sera très dangereux parce que ça peut créer une explosion de l'inflation
extraordinaire. Mais ce n'est pas mon scénario principal. Si ça vous intéresse plus, il y a une vidéo que j'ai enregistrée sur l'inflation, vous savez, avec un requin sur l'image. C'est une vidéo assez récente, vous allez la trouver sur la chaîne. Pour moi, les injections monétaires vont rester dans les marchés financiers, ce qui donne des avantages pour l'investissement boursier aujourd'hui, malgré la situation dramatique dans laquelle l'économie s'est retrouvée suite à cette crise de coronavirus. Donc ça peut paraître vraiment, si vous êtes nouveau en bourse et vous êtes nouveau en économie, ça peut paraître illogique, parce que normalement la bourse doit représenter l'économie des différents pays. Mais ce n'est pas le cas parce que les cours boursiers sont largement faussés par les injections monétaires énormes, et c'est le consensus dominant, c'est la situation qu'on vit depuis la crise 2008-2009. Donc il ne faut pas s'étonner que la bourse ne chute pas quand il y a vraiment des cas comme ça. Mais si jamais les taux repartent à la hausse, je vous assure que la bourse chutera, et chutera fortement. On verra peut-être les plus bas historiques, même peut-être pour des grands indices, parce qu'on pourra vivre une crise qui est largement pire que c'était en 2008-2009. Je vous rappelle que S&P 500, je crois qu'il est descendu jusqu'à 600. Donc là, on a presque 80 000. Donc si on va voir les tensions sur le marché obligataire, dans ce cas-là, 600 pour S&P 500, c'est tout à fait possible. Et pire, bon, là je veux m'éloigner un petit peu, donc là peut-être cette vidéo sera un petit peu plus longue. Je vais m'aller un petit peu dans mes idées philosophiques. C'est que, clairement, moi je pense qu'un jour on va vivre ça. Donc un jour on va vivre cette crise dramatique, mortelle, qui va remettre en cause probablement tout le système capitaliste. Et il ne faut pas m'inscrire tout de suite dans les partisans des anticapitalistes. Genre, j'ai pas voté Mélenchon, là je suis tout à fait dans le mainstream, on va dire. Mais dans tous les cas, moi, en étant raisonnable, en comprenant ce qui se passe aujourd'hui sur le marché, je me rends tout à fait compte, c'est que cette crise devrait arriver à un moment donné. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, les bilans des banques centrales, il est complètement explosé. Il faut faire quelque chose avec cet argent. Les pays sont endettés. On peut emprunter encore, mais il faut emprunter sur le niveau supérieur. Au niveau de euro, par exemple, comme je parlais déjà dans une de mes vidéos des Corona Bonds avant qu'ils ont été proposés par la Commission européenne, bon, je ne sais plus qui, mais en tout cas les gérants de l'Union européenne. En tout cas, on peut encore emprunter au niveau mondial, au niveau de FMI, mais pas au niveau des pays en particulier, parce que les pays sont déjà trop endettés. Donc on ne peut plus y coller de la dette sur ces pays-là, parce que bon, déjà on a abandonné les 3% de déficit autorisé. On ne pourra pas aller plus loin. Voilà, clairement, pour moi, c'est comme ça. Donc du coup, le temps que ces injections monétaires restent dans les marchés financiers, donc ça peut gonfler les différents actifs. Mais si cette mer de liquidité se rejette sur le marché réel des biens réels, dans ce cas-là, on vivra une inflation clairement, certainement. Et j'ai peur qu'un jour ça va arriver. Je ne sais pas comment ça va arriver. Évidemment, c'est pas une indication de passer short et y vendre tout et acheter de l'or. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut garder en tête qu'on a un gros problème. On a une bombe à retardement sur le marché obligataire. Ça, c'est le fondement du capitalisme. Voilà. Excusez-moi pour cette parenthèse un peu philosophique. J'espère que je n'ai pas été trop pessimiste sur le sujet, mais dans tous les cas, c'est ma vision de très très long terme. Parce que c'est important de comprendre qu'on a quand même une finalité de tout où nous sommes aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas la fin du monde, mais ça sera une transformation grave de modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte tous que le modèle dans lequel nous sommes, elle n'est pas optimale. Donc elle est peut-être la meilleure que n'a vécue. Ça me fait penser à une expression de Winston Churchill qui disait que la démocratie, c'est le pire des régimes, sauf ceux qu'on a déjà essayé. C'est un peu le cas pour le capitalisme. Bon, je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord avec ce que je viens de dire, mais on peut dire que le capitalisme, c'est quand même un système qui était très efficace pendant très longtemps. Il a fait profiter à beaucoup de pays pour vivre bien, mais par contre en détriment d'autres pays qui vivent très mal. Justement, voilà, c'est ça à peu près, c'est l'idée que je suis en train de transmettre. Et je pense qu'effectivement, ces défauts du capitalisme peuvent un jour se transformer dans vraiment une crise structurelle. Je ne sais pas si cette crise sera triggerée par coronavirus, par un autre phénomène,
Mais dans tous les cas, il faut se préparer qu'un jour, on devra vivre ça. Mais c'est pas une stratégie pour investir, c'est juste une parenthèse pour comprendre dans quel monde nous vivons et quels sont les points faibles du système dans lequel nous sommes. Voilà donc, bon, je reviens aux sujets principaux de cette vidéo hebdomadaire. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Donc, pour S&P 500, je vous ai préparé d'ailleurs une petite image technique parce que c'est assez intéressant pour... Non, on va parler du pétrole d'abord. Je veux faire peur encore une fois. Après, les S&P 500, c'est moins intéressant parce qu'il n'a rien fait quasiment cette semaine. Donc, du coup, le pétrole, il a fait beaucoup de choses. Donc là, vraiment, ça, c'était un sujet phare de cette semaine, c'est le pétrole. Donc là, on a vu les prix négatifs à moins 37 $, même plus, à moins 37,68, je crois, pour le futur qui est de mai 2020. C'est du jamais vu. Et d'ailleurs, la bourse américaine CME est là maintenant introduit... changer la spécification de ces futurs qui autorise maintenant les prix négatifs et maintenant il y a des options avec des strikes négatifs qui sont cotés sur la bourse américaine. Donc, vous voyez donc dans quel monde nous vivons. J'ai enregistré une vidéo en expliquant comment ça s'est arrivé, comment on est arrivé là. Et après cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Et ici, pardon, j'espère que je ne vais pas avoir des dislikes. Pour ceux que je vais vous dire, j'ai un petit peu peur pour ces questions, pour des questions que se posent des personnes suite à cette baisse du marché pétrolier. Je vous explique que, encore une fois, je disais ça dans la vidéo qui était enregistrée au début de cette semaine, que le pétrole, il trade par futur. Les contrats futurs sont mensuels. Donc, vous pouvez acheter aujourd'hui le pétrole avec la livraison de juin 2020. Donc, la baisse de moins 37%, c'est parce que c'est une situation extrêmement exceptionnelle, parce qu'on n'avait pas où stocker le pétrole, et du coup, les gens qui devaient recevoir du pétrole, ils préféraient de payer pour ne pas le recevoir. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Donc, et la question que j'ai reçue de multiples fois, voilà. Donc, c'est que, est-ce que si j'achète aujourd'hui, quand le pétrole était à 7, et je vais le revendre en décembre, de toute façon, ça va remonter à 30 ou 40. Je vous explique que non, c'est pas possible. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Et parce que en fait, le pétrole, il y a un phénomène qui s'appelle contango. Je vais vous expliquer ce que c'est le contango. C'est quand en futur, par exemple en futur de juin, il est tradé, disons, à 20 $. Il arrive à l'expiration, le futur de juillet, du mois prochain, de la livraison, il va être beaucoup plus cher. Donc cette différence de plusieurs dollars, elle représente en gros, si vous voulez, le prix quand vous, en tant que trader papier de pétrole, vous payez pour ne pas être contraint à stocker ce pétrole. Donc, par exemple, vous n'allez jamais pouvoir profiter de en achetant le futur de mai, par exemple, qui était à moins 37, et vous allez jamais pouvoir le revendre en décembre, parce qu'en décembre, ce futur sera déjà expiré. Donc si vous voulez vous exposer au prix de décembre, dans ce cas-là, il faut acheter le futur de décembre qui coûte aujourd'hui à 30 $ et quelques. Donc c'est impossible d'en profiter. Après, il y a eu des contre-arguments qui me font encore plus peur. Mais si j'achète un ETF, donc si vous achetez un ETF, c'est pas un miracle. Un ETF, c'est juste un panier des différents actifs. Les ETF pétrole, derrière, ils ont les mêmes futurs. C'est juste que vous ne les voyez pas. Mais ils les achètent et après, ils les roulent. Donc, du coup, vers l'expiration, ils vendent un futur et ils achètent un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, juste vérifier que si j'ai pas arrêté la vidéo. Donc, mais dans tous les cas, c'est impossible de profiter, de passer de 2 $ à 40 dans un décembre en restant sur un même contrat. Donc il n'y a pas de contrats qui sont comme ça. Voilà, donc c'est juste impossible techniquement de le faire. Si vous achetez un ETF, votre ETF, tout simplement, vu que le contango aujourd'hui, à cause de ces problèmes de stockage, il est énorme, donc la différence entre le futur de juin et de juillet, elle est énorme, vous pouvez regarder sur le marché de futur, elle est énorme. Donc, dans ce cas-là, votre ETF, quand elle va vendre le futur de juin et racheter en futur suivant pour suivre les cours de pétrole, il va perdre énormément d'argent sur contango. Donc, si le pétrole, si vous allez avoir l'impression sur le graphique qu'il a fait 400%, votre ETF ne fera que peut-être 15 vents. Si votre scénario se réalise, si on sort du confinement, si on sort, etc. Donc, du coup, vous êtes exactement face au même risque. Avec un actif extrêmement volatile. Aujourd'hui, la volatilité du pétrole est de 400% annuel. Donc c'est fou, c'est plus que Bitcoin. Donc cela veut dire que vous investissez dans un truc extrêmement spéculatif, avec des marchés que
selon les questions, j'ai l'impression que vous comprenez. Voilà, en tout cas, je ne veux pas dire pour tout le monde, mais pour la plupart des gens qui ne comprennent pas. Donc, et en plus, c'est un actif méga super volatile. Donc, du coup, vous risquez énormément en faisant cette stratégie. Et votre ETF ne va pas faire du miracle, à moins que c'est un ETF qui stocke le pétrole. Donc, juste pour résumer tout ça, je veux vous dire que vous pouvez profiter de ce phénomène quand le pétrole était trop bas, uniquement si vous avez des capacités de stockage. Je pense que 100% d'entre vous, je me permets de dire, n'ont pas des possibilités de stockage de pétrole chez eux. Donc, si aujourd'hui, effectivement, vous achetez en pétrole, ou je mange au début de la semaine, et quelqu'un vous paye pour que vous preniez 1000 barils de pétrole, et après vous avez un moyen de les garder jusqu'au décembre, dans ce cas-là, effectivement, vous allez pouvoir profiter de cette situation. Mais dans ce cas-là, vous mettez dans la situation comme des grands traders de pétrole. Donc, qui ont des capacités de stockage, qui ont etc., et tout ça. Je pense que vous n'avez pas ces possibilités. Donc, effectivement, il y a des sociétés qui ont des capacités de stockage. En plus, elles peuvent facturer d'autres personnes pour stocker le pétrole excessif. Et eux peuvent prendre les positions physiques de ce type. Mais nous ne pouvons pas. En tradant juste sur les marchés, sur les bourses, on ne peut pas avoir une position comme ça en tant que particulier. Donc c'est juste nonsense de croire que vous allez spéculer de 0 jusqu'à 40 dans quelques mois. Techniquement, c'est impossible. Je ne sais pas si j'étais plus clair maintenant. Donc je suis désolé d'être un petit peu émotionnel parce qu'en fait, honnêtement, vous savez que sur ma chaîne, je ne prends pas... en fait, je ne fais pas de conseils d'investissement, mais je pense que je peux me permettre quand même, parce que c'est une chaîne quand même qui a un objectif éducatif, donc on vous expliquait comment fonctionnent les marchés financiers et ces différents actifs, je me permets de vous juste signaler des risques énormes que vous prenez. Donc, et plus globalement, tout ce que je viens de dire, ça se résume à une seule simple phrase: ne faites pas ce que vous ne comprenez pas. Si vous avez jamais entendu parler de mot contango que je viens de mentionner, c'est trop tôt d'aller sur le marché de pétrole, quel que soit l'instrument, l'ETF ou pas ETF. Donc, il faut que si c'est le marché qui vous intéresse, vous commencez à approfondir vos connaissances, vous allez sur CME, ou je sais pas, vous lisez les docs sur comment trader le pétrole, comment les stocker, quelles sont les réalités de ce marché. Sinon, vraiment, les conséquences peuvent être dramatiques, mais vraiment, vous pouvez perdre plus que votre dépôt. Donc voilà, donc je suis désolé d'être un petit peu, encore une fois, émotionnel, mais c'est pour faire du bien. J'espère que ça va vous préserver des erreurs que vous allez certainement commettre sur ce marché très, très particulier, effectivement. Et voilà, donc en revenant sur le prix de pétrole, c'était assez rigolo parce qu'effectivement, le futur de juin qui exposait au même risque que mai. Donc on peut finir, il expire le mois de juin, il expire 20 mai, je crois. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, et vers le 20 mai, on peut être dans la même situation avec les prix négatifs si la situation ne s'améliore pas, si on reste dans cet environnement d'excès énorme du pétrole dans le monde. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des strikes négatifs qui commencent à être proposés à des traders et à des sociétés qui veulent couvrir leurs risques. Et par exemple, les producteurs de pétrole prennent des assurances sur les options avec des strikes à 2 $. Tandis qu'aujourd'hui, on est seulement à 20, je ne sais plus combien. Là. Voilà, donc sur le Brent, on est à 22 et 17 pour américain, pour WTI. Donc voilà, parce que tout peut arriver encore pour ce futur de juin. Donc là, si vous voulez spéculer, vous pouvez essayer de shorter le futur de juin. Vous allez peut-être gagner beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup d'argent. Mais comprenez bien que quand vous tradez sur le pétrole, vous restez sur un contrat. Même si c'est un ETF, parce que derrière, elles ont aussi la même chose. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des experts de ce trading de pétrole entre vous. Est-ce qu'il y a des ETF qui ont du pétrole physique? Je ne pense pas. Mais si, parce que déjà, les stockages, ça doit être énorme. Je sais qu'il y a des ETF qui stockent l'or physique. Et d'ailleurs, ça, c'est des ETF qui sont assez intéressants. En fait, qui n'investissent pas dans l'or papier, donc pas dans les futurs à peu près qui sont exposés au même phénomène qu'avec des contango, etc. Mais quand ils possèdent vraiment de l'or. Ça existe, c'est sûr. Je ne saurais pas vous les nommer, mais pour ceux qui investissent dans l'or, si j'étais amené à investir dans l'or via les ETF, je prendrais des ETF comme ça. Parce que là, effectivement, vu qu'ils stockent l'or, et le stockage de l'or, évidemment, ça ne coûte pas aussi cher que le stockage de pétrole,
effectivement, vous pouvez éliminer ce effet contango de votre stratégie. Et du coup, l'investissement peut être beaucoup plus sensé. Voilà. Donc c'est ce qui concerne... Bon, le pétrole d'ailleurs, il a repris aussi parce que Donald Trump, j'ai l'impression qu'il a un petit peu perdu le contrôle sur soi-même. Il a commencé à menacer l'Iran pour créer les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et essayer de faire monter les prix. Ça a marché cette semaine parce que le pétrole, à la fin de la semaine, il a repris. Donc là, ce que vous voyez, les performances affreuses hebdomadaires, mais c'est au début de la semaine, on était bien plus bas. Donc c'était la catastrophe pour le pétrole au début de la semaine. Je le montre pas sur le graphique parce que je suis persuadé que vous le connaissez, parce que même dans les médias généralistes, ça a été largement évoqué. Donc voilà. Donc maintenant, on passe au graphique de S&P 500, de toutes ces choses-là. Bon, il n'y a rien fait, donc là, je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus parce que on arrive à peu près au même niveau. Donc la semaine dernière, on a fini un petit peu au-dessus de 2850. Ça, c'est le seuil, ça, c'est le plafond que j'ai dessiné dans le canal actuel. Et on avait eu des discussions le week-end dernier. Je me souviens que certains disaient que peut-être il y aura une hausse pour la semaine prochaine. Et effectivement, d'ailleurs, vous voyez, parce que là, c'est super intéressant du point de vue de ceux qui aiment le trading technique, c'est que il a effectué cette tentative de hausse au début de la séance, mais n'oubliez pas que le lundi, ça c'était le jour quand les futurs ont passé dans le négatif et le marché il était justement renversé par la mauvaise conjoncture de marché pétrolier. Parce que le pétrole, évidemment, quand on voit une chute comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a renversé l'humeur du marché et ça n'a pas permis de continuer cette hausse qui, effectivement, pourrait se prolonger là et s'installer largement au-dessus de 2850. Du coup, finalement, on a dû revenir aux réalités, du coup, suivre à peu près les tensions pétrolières et le seuil de 2850, il a été cassé. Et non, il a été cassé en suivant les patterns des épaules. Donc là, vous voyez, il a eu 2 tentatives de cassure de ce seuil. Et là, finalement, on l'a cassé en 3 reprises. Et là, on est passé largement plus bas. Donc, comme d'habitude, on passe en seuil, on passe une résistance, il y a une accélération à la hausse, on passe une résistance, il y a toujours une accélération à la baisse. Donc ça, c'est le trading technique. Voilà. Aussi, il y a un seuil très important que les marchés ont du mal à franchir, c'est 2850. C'est exactement au milieu, bon, pas exactement au milieu, mais plus vers le haut. Mais au milieu du canal actuel que moi je me suis fixé à 2850 au plus haut et 2600 au plus bas. Mais ici, il y a énormément de volume. Vous pouvez voir que ce seuil est difficile à franchir à cause des énormes volumes qui ont été effectués autour de ce niveau. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'image technique de vraiment très court terme. Mais je pense que la semaine prochaine, hors des grandes nouvelles encore, on n'a pas trop de catalyseurs pour aller dans aucune des directions, à moins qu'il y ait des nouvelles qui sortent. Là c'est le samedi quand j'enregistre cette vidéo, je ne connais pas. Peut-être dimanche ou un autre jour, il y aura des mauvaises nouvelles ou des bonnes nouvelles. Mais pour l'instant, des bonnes nouvelles, il n'y a pas beaucoup, hein, parce que G-Lead, ils n'ont pas réussi. Donc c'est tôt de parler de la sortie de la crise encore. Donc maintenant, je vais regarder un truc un peu plus long terme, si vous voulez. Voilà, sur le graphique plus long terme, donc ça c'est depuis un an, vous voyez pourquoi je surveille le niveau de 2850. Vous voyez le volume extraordinaire qu'on a eu à ce niveau-là. Et effectivement, c'est pour ça que ça nous sert d'une résistance majeure sur les marchés financiers, donc sur les marchés américains. Et donc là, et ce seuil correspond au plus bas, si je ne me trompe pas, de la fin, au plus bas de 2018. Voilà, donc là, au 2018, on était... Alors, qu'est-ce que j'en... Ah, je vous dis des bêtises, là. Attendez, Non, je me suis trompé, pardon, donc c'était pas le plus bas de 2018. Mais dans tous les cas, on voit que c'est un niveau où il s'est fait énormément de volume. Donc il y aura beaucoup de personnes qui ont acheté et beaucoup de personnes qui ont vendu à ces niveaux-là. Donc forcément, c'est en ceux qui est difficile à franchir. Et c'est pareil pour le niveau 2650. Donc c'est pas exactement 2600, mais sur 2600, on a eu un petit peu moins de volume. Mais dans tous les cas, ces niveaux-là, graphiquement, seront difficiles à franchir. Donc
Je répète encore une fois, donc je suis désolé de répéter à chaque fois, à chaque vidéo, la même chose. Pour moi, ma stratégie d'investissement est suivante. Voilà, donc là, j'ai plusieurs niveaux. Je le répète, pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui voient pour la première fois ma vidéo, ceux que j'attends. Voilà. Le temps qu'on reste ici. Le temps qu'on reste ici. Hop. Dans ce canal. Donc si on va rester dans ce canal-là, moi je fais rien. Parce que moi je trouve que à ce niveau, il y a rien à choper. Tout simplement parce que les risques actuels sont tellement importants que je trouve que les marchés sont chers par rapport aux perspectives que les entreprises vont avoir. Parce que je sais qu'il y aura il y aura des pertes pour pas mal de personnes, que je sais que nous sommes en récession, même si ce n'est pas encore officiellement annoncé. On sera certainement même en dépression. Donc la différence entre dépression et la récession, c'est quand, si ma mémoire est bonne, c'est 3 trimestres consécutifs de baisse de PIB. Je pense qu'on sera dans cette situation-là, donc on va passer en dépression. Donc il n'y a rien à se réjouir à ces niveaux-là. Donc entre ces deux niveaux, on peut spéculer, mais moi honnêtement, j'ai pas le temps pour spéculer aujourd'hui. Je me suis concentré sur d'autres choses. Mais si vous êtes trader, si vous aimez bien l'analyse technique, vous pouvez effectivement tenter les spéculations entre 2850, 2650, 2600. Voilà, donc ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là. Donc là, il y aura des mouvements s'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises nouvelles. Mais une fois qu'on casse ces niveaux-là, par exemple là, s'il y a une mauvaise nouvelle sur tel ou tel marché, par exemple, si le lockdown aux États-Unis soit prolongé, on va tout de suite on va tout de suite casser ce seuil et on va rejoindre les plus bas de cette année, les niveaux qu'on a vus en mars 2020. Ici, il y aura un autre niveau, il n'y aura pas eu beaucoup de volume, c'est un niveau fragile, mais on aura quand même probablement un petit rebond. À ce niveau-là, je vais acheter des sociétés de grande qualité. Il y a une liste que je montre dans toutes mes vidéos, la fameuse catégorie A, donc vous pouvez arrêter la vidéo pour la voir. Voilà. Donc bon, en gros, n'importe quelle société de cette liste, vous pouvez acheter à ce niveau-là, hein, parce que ça sera, de toute façon, ça sera intéressant. Ça ne va pas dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que ces sociétés vont monter immédiatement après. Donc, mais ça va tout simplement dire que même si ça baisse, si la baisse continue, dans ce cas-là, ça ne me dérange pas plus que ça. Je peux passer la crise avec cette société, même si on va beaucoup plus loin après, et c'est tout à fait possible. C'est pas du tout un scénario que je n'envisage pas. Mais on peut effectivement passer bien plus bas. On peut aller vers 2000. Attendez, je vais juste me montrer peut-être un truc un peu plus long terme. Voilà, tech. Voilà, donc sur les marchés financiers, on peut facilement aller. Voilà, à partir de ces niveaux, on peut facilement, si on casse ces niveaux, on peut facilement aller tester 2800. Ça, ce sera le prochain niveau. Et si on casse le 2800, mais ça c'est vraiment dans un cas très dramatique, on peut aller jusqu'au là, les niveaux, ups, quelque part par là. Ensuite, pardon, tic. Donc voilà, ça sera le prochain niveau. Je pense que je dessinais un peu trop loin. Donc après ce niveau, il aura certainement un petit rebond. Et ici on casse, on peut se retrouver sur les supports de 1500, 1450. Mais ça, c'est vraiment dans un scénario très très négatif pour les marchés. Mais très négatif, mais probable. Encore une fois. C'est que par exemple, si nous nous retrouvons à nouveau dans le confinement, là on sera là, ça c'est sûr et certain. Donc ça sera le scénario pas du tout impossible, mais quand même assez déjà dramatique. Donc ne regardez pas les années ici, évidemment, je ne dis pas que ça va arriver dans 2025, mais ça peut arriver très rapidement. Donc là, on va chuter comme on a chuté au début de mars.
Donc voilà, donc ça c'est en gros, ça c'est ma vision. Et après, si les choses s'améliorent, mais s'ils s'améliorent, dans ce cas-là, on va tout simplement reprendre la tendance, la grande tendance haussière que l'on a déjà vécue pendant des années. Donc cette tendance dure depuis 12 ans, à ceux qui sont optimistes. Donc voilà, je dessine ça pour eux. Donc j'espère que vous allez avoir raison. Donc ça c'est les plus bas. Bon. Voilà, donc là à peu près, moi je dessine un tout petit peu approximatif. Donc voilà. Donc si jamais, si on essaie d'être optimiste, tout ça, ça va disparaître. Donc, du coup, il y a des bonnes nouvelles, les États-Unis sortent de confinement, et tout ça et tout ça. Donc du coup, la direction sera qu'on va casser cette ligne. On va revenir vers 3000, ça sera une ligne médiane, où il y aura certainement une autre baisse. Et après, si tout continue comme ça, les injections monétaires, etc., on va revenir dans cette paradigme, on va tester les plus hauts, les plus hauts, et on va continuer la hausse comme on a vécu l'année dernière. Voilà, en gros, ça c'est ma vision pour les marchés. Je pense que la semaine, bon là aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles significatives, hein, à ma connaissance, peut-être les nouvelles vont arriver ce week-end, mais en tout cas, la semaine risque d'être calme, en tout cas au début. Mais il faut toujours se méfier, il faut toujours surveiller ces niveaux, qu'une fois qu'on les casse, s'il y a une amélioration ou s'il y a une augmentation de risque, ça peut arriver n'importe quel moment. Donc voilà, même en séance, pendant une séance. Bon, à la fin de cette vidéo, je vais rapidement faire un tour des indicateurs économiques qui ont été publiés cette semaine. Donc, quand vous voyez la première colonne dans le rouge, c'est-à-dire que ça fait moins que attendu. Déjà, bon, je répète comment ça fonctionne. Pour les indicateurs économiques, les analystes, ils émettent en consensus. Donc, il y a toujours une valeur que le marché attend. Et après, quand le statistique est publié, donc il est soit au-dessus, soit en dessous de consensus. Si c'est en dessous, c'est une mauvaise nouvelle pour le marché. Si c'est au-dessus, c'est une bonne nouvelle. Mais attention que les analystes, déjà, ils connaissent qu'il y a une crise. Forcément, ils ont anticipé des événements majeurs. Donc si c'est rouge, dans ce cas-là, c'est devenu encore pire que les analystes anticipaient. Et vous voyez que les indicateurs majeurs qui ont été publiés, il n'y a que du rouge presque. Donc ça, c'est l'activité économique en Allemagne, rouge. Ensuite, ça c'est aux États-Unis, c'est les ventes de l'immobilier l'ancien, rouge, bon pas beaucoup, mais rouge quand même. Donc ça c'est un peu le même statistique. Voilà, donc en France, l'indice manufacturier PMI aussi moins qu'attendu, donc tout est dans le rouge carrément. Donc même les jobless claims, ça c'est les demandes d'inscription au chômage aux États-Unis qui battent tous les records. Vous pouvez revenir sur ma vidéo précédente. Donc là, on est quoi? On est à 20 millions de chômeurs déjà aux États-Unis, ce qui n'a jamais vu depuis la Grande Dépression. Ça continue. Et les marchés sont contents. Après, je vous laisse juger la situation. Comment agir? Est-ce qu'il faut acheter quelque chose maintenant? Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, genre, est-ce qu'on achète telle ou telle action? Je ne sais pas, hein. Ça dépend de votre stratégie. En fait, si vous croyez, si vous voulez acheter l'espoir, mais je vous dis que si jamais dans le scénario que je viens de vous dessiner sur le graphique, si lockdown continue ou on sort de lockdown et on nous remet tout de suite dans un autre, dans ce cas-là, quelle que soit l'action que vous allez acheter, ça va peut-être hors Netflix, hors Citrix, tout ça, mais ils sont chers déjà, hein, donc, ces actions. Donc elles sont déjà largement pricées pour le meilleur pour eux, déjà pricé. Donc voilà, donc maintenant, aujourd'hui, je ne vois aucun signe d'amélioration. Aucun. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas du tout, j'ai pas du tout le sentiment qu'on est sorti. Donc voilà, là on était un petit peu en décimale dans le vert. Donc ça c'est le attente des consommateurs de Michigan. Donc après l'importance d'eux, donc ça c'est pas le plus important, mais c'est quand même intéressant à surveiller. Mais c'est vraiment marginal. Donc là ici un petit peu, bon ça c'est un peu le même. Ça c'est le sentiment des consommateurs étudié par l'université de Michigan. Voilà, ok. Voilà, dans tous les cas, tout est dans le rouge, pour résumer. La situation économique, tout est dans le rouge, sauf les marchés. Bon, les marchés sont dans le rouge aussi un petit peu, mais ça, c'était parce que le pétrole les a fait peur. Mais vous voyez, donc on est dans le monde inversé, comme je dis toujours. Donc parfois, les mauvaises nouvelles, c'est des bonnes nouvelles pour le marché. D'ailleurs,
un nouveau plan de sauvetage, un nouveau chèque qui a été voté par les parlementaires américains pour le nouveau sauvetage, ça a plu au marché. Les marchés n'attendent que ça. Mais encore une fois, ma position, c'est que nous ne sommes plus dans la crise 2008-2009, qui était la crise économique. Nous sommes dans une crise structurelle. Donc, il faudra des solutions tangibles. Juste inonder le monde avec l'argent liquide, c'est l'argent facile, c'est pas, pour moi, ça ne sera pas une solution pour cette crise. Et le marché croit que ça sera une solution. Et c'est là où on va dire, je me bats avec le marché aujourd'hui. Voilà. Mais donc, et ne croyez pas non plus que moi j'ai l'air peut-être un petit peu calme parce que moi j'ai commencé à faire des shorts et tout ça et le marché ne baisse pas. Mais dans ma stratégie, je fais pas trop de spéculation. J'ai pris mes positions, j'ai ma vision que cette chute arrivera jusqu'à juin prochain, donc dans 2 mois. J'ai des positions où j'ai déjà payé en fait. Je sais combien j'ai déjà perdu. L'argent sont déjà partis de mon compte pour prendre les positions put sur ce scénario. Et moi, je suis comme un araignée, j'attends que ça arrive. Donc du coup, pour moi, ça ne change rien. Je ne vais jamais perdre plus que j'ai déjà investi dans ce scénario. Si ça n'arrive pas, donc dans ce cas-là, mon portefeuille spéculatif va perdre 1,5%. Et donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas trop mon mental est tout à fait compatible avec ce qui se passe sur le marché. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Et même si ça arrive, dans ce cas-là, j'ai encore un petit peu d'action. Si le marché repart à la hausse, je vais encore profiter un petit peu, même si j'ai vendu quand même une grande partie. Donc, voilà. Donc la hausse des marchés, pour moi, point de vue trading, ça ne sera pas une bonne nouvelle. Bon. Mais dans tous les cas, ce n'est pas non plus une nouvelle ce ne sera pas une nouvelle qui va me ruiner. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour résumer, les marchés sont toujours positifs, l'économie à l'arrêt, que des mauvaises nouvelles. Donc il n'y a pas d'amélioration au niveau des cas pour le coronavirus. La fin du monde pour le pétrole. Partout, tout le monde s'écroule, mais les marchés tiennent bien. Parce qu'il y a des injections monétaires. On croit toujours que l'ancien paradigme marchera cette fois à nouveau. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires quelle est votre stratégie. On en discute. Je suis certain qu'il y aura beaucoup de commentaires. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et bon week-end. À très bientôt. Mind du cash.